Right. Good afternoon, good evening, good Eh morning, everyone. bien, bonjour, bonsoir, Welcome to all quel of que soit you votre fuseau horaire, as bienvenue à we tout are le monde shortly pour plugging together for cette you for a long time présentation d'un on ouvrage transforming qui nous development occupe in depuis education, longtemps, Transformer le coloniality, développement de l'éducation, rethinking, colonialité, remise en reframing and question, reimagining reformulation possibilities. des It's a schémas, long title, réinvention des but possibles. it C'est un long very titre, conveniently frames the mais conversation un that we'll titre be having qui here. And we have plante bien le décor du three débat sessions qui va that nous occuper focus on each of aujourd'hui those avec rethinking, reframing, trois sessions qui mettent l'accent sur reimagining. ces So just to dimensions go through de remise en question, de that's me, reformulation et by the de way. I'm réinvention. Hugh McLean, Alors, je m'appelle Hugh Senior Advisor to McLean, NORG and Senior Curriculum Advisor auprès de Frameworks NORAG, Department. et j'ai le grand Thank you very plaisir much. So d'animer just to cette look at while we're présentation waiting for d'ouvrage everyone to aujourd'hui. link in our agenda, as I said, there will Voilà be notre ordre du after jour. the presentation Après by Maura Fall la présentation de from Maura NORAG, Fowle there will de be three NORAG, panels, nous and the writers nous of arrêterons sur trois those panels chapters en within donnant each la panel parole aux are auteurs, here aux autrices on the de panel, ces and you'll chapitres be qui able sont to des ask them nôtres questions. aujourd'hui, We will do the qui questions participeront au after panel, qui each répondront à of vos questions, the et nous entendrons inputs. The évidemment les inputs questions are de on manière video, consolidée après chacune also des saves contributions time. de présentation There are, I think, qui ont three or été four d'ailleurs videos for préenregistrées each sur vidéo. panel, Il y a 3 ou 4 and the vidéos panelists will be pour introduire presenting their chacun des panels, et chapter puis in les membres video, du panel and then présenteront they'll be donc available for par your vidéo questions. interposée So leur as the chapitre, et video puis comes sont à up, votre please feel disposition pour free répondre à vos to questions. Donc add durant la questions projection du vidéo, n'hésitez or pas questions at the à end. vous adresser à eux sous la Good, but forme I de expect them to questions start grâce flying in à la as fenêtre we questions-réponses. start. Then just before we go, I think one Alors, word avant about the de NORAG commencer, un petit Senior mot, si vous voulez bien, Fellows. sur The thing le about programme de this book Senior Fellows and the de presenters NORAG. is that they're all Alors, part of cet the NORAG Senior ouvrage Fellows et program. ses auteurs I think you'll s'inscrivent see tous dans ce from the programme de wide Senior range of Fellows expertise de NORAG. Ils viennent de and divers horizons, regions ils ont represented, the un strength of savoir-faire important, ils NORAG représentent in the évidemment global toutes les régions south, du monde. Ça across the montre global encore une fois la south, représentativité du réseau and NORAG thus dans the les pays quality du of having sud senior de la fellows. And I think planète, you'll see in et the je pense que presentations la today. qualité et l'excellence I think it's a académique fabulous way of planning de ces policy. signes Fellows, c'est, me Environment semble-t-il, on its head. Global South l'occasion has peut-être de tremendous repenser demands to offer le contexte académique en to the donnant la schools, parole à nos particularly in this collègues des pays du particularly Sud qui ont troubled beaucoup time à we nous are apprendre et à now. nous We offrir, et see surtout d'ailleurs tectonic par cette époque que geopolitical nous clashes traversons all avec over the world, des and tensions which géopolitiques sans the précédent un global petit peu south will partout be dans le monde, receiving et the fallout, où even if it's not on peut necessarily anything of our malheureusement making. constater que les pays So du Sud I'm looking forward to hearing risquent from d'en the payer NORIC les fellows. You'll pots have a cassés. chance to ask them questions. Um, Vous aurez and donc la possibilité de poser des questions yes, that's à it, ces I think. Senior Fellows So du let me then programme hand over NORAG. to Maura Je donnerai Fowle. directement la parole Maura à Fowle Maura is Fowle, a fellow qui Southern est African. So it's a Southern qui vient African. d'Afrique I'm du part Sud South African ou as well. de So it's a l'Afrique Southern African takeover australe. just for the session of the input. Moira Fowle is also a Maura director Fowle, qui of est la directrice NORAG, senior lecturer. I think exécutive given de Graduate Institute, and NORAG, an alumna qui of est Cambridge and Oxford senior academics. lecturer à l'Institut des Moira, hautes thank you. études Do go ahead with your internationales et de input. politique du développement de Genève. Thank you so much, Hugh. I really Merci appreciate beaucoup, your Hugh. chairing us and bringing us here today. Merci Before we get into d'animer the book, nos just a travaux few words aujourd'hui. Alors about avant NORAG de itself. détailler In terms le of contenu de what cet it ouvrage, is quelques that mots we sur seek NORAG to et do, what ses it is that we do, and how we travaux. seek to influence. Quelles sont nos Our activités? first and most Quel est notre important objectif? Eh bien, tout d'abord, area et c'est of probablement strategic le plus activity is to important, nous avons surface une activité underrepresented stratégique knowledge, qui vise à and faire that can be from ressortir les savoirs underrepresented sous-représentés experts and also provenant about d'experts qui sont underrepresented soit topics and sous-représentés ou regions de sujets qui and ne sont pas questions. suffisamment représentés, And sans oublier certainly the les work régions that ou les we are questions looking dont at on ne parle today pas. is Et an le issue that travail is dont on very va much parler aujourd'hui, requires l'ouvrage more qui sera présenté representation aujourd'hui, in terms est of bel et bien questions and un also the sujet qui answers demande that our d'être senior fellows are davantage bringing to représenté que ce this n'était le cas issue. par le passé, dans Then la we manière également dont also nous formulons des réponses broker à ces policy problématiques. dialogue. Nous We sommes also également là pour co-produce knowledge être les courtiers and d'un dialogue we share politique. Nous capacity. coproduisons des savoirs et nous And all of partageons des those of capacités. our strategic activities Et are toutes nos done in activités order stratégiques to sont réalisées. Pourquoi? help our Eh stakeholders bien, afin to d'aider be able les parties to prenantes que nous access représentons knowledge, à particularly, as I accéder said, à des underrepresented savoirs, et knowledge notamment à on des savoirs underrepresented sous-représentés, comme je le questions, disais, to sur des know questions and également therefore to sous-représentées, act, and also to be able afin to de les amplify habiliter that à knowledge. savoir et à agir. Et
pour leur permettre également d'amplifier ces connaissances. Voilà les thèmes stratégiques, les thématiques stratégiques sur lesquelles nous travaillons. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans l'activité innovation et perturbation, une thématique qui nous occupe. Et comme je pense que vous devez le savoir, nous sommes un réseau au service d'une communauté internationale. Vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez rejoindre le réseau avec le code QR que vous voyez à l'écran, avec un lien d'ailleurs qui sera disponible dans le chat. Et cette initiative dont nous sommes très fiers, cette initiative sous le hashtag The South Also Knows, un réseau pour des experts des pays du Sud avec une base de données interrogeable pour les décideurs politiques pour éviter que l'on se cache derrière l'excuse que l'on peut entendre parfois de ne pas avoir pu trouver les experts qui sont par ailleurs disponibles. Je suis très très fier de vous présenter cet ouvrage aujourd'hui avec nos signes Fellows. Merci d'ailleurs à eux et à elles pour leur contribution sans faille dans cet ouvrage collectif. NORAG produit des ouvrages collectifs pour être sûr que nous donnions la parole à toute une série de perspectives, et c'est ce que nous avons décidé de faire ici aussi. Il y a énormément d'ouvrages extrêmement intéressants sur la transformation des politiques de l'éducation pour que l'éducation ce ne soit pas simplement que la tentative de perpétuer des injustices ou perpétuer l'ordre mondial colonial. Des injustices sur la pauvreté, les langues, la pauvreté absolue ou relative d'ailleurs, dans les pays du Sud, mais également dans les pays du Nord de la planète, mais pour remplacer cela par une transformation dans le sens de davantage d'équité, d'inclusivité et de développement durable, sans oublier bien sûr des vies plus inclusives, plus durables. Ce que cet ouvrage contribue à cette réflexion, c'est qu'il montre, afin de transformer l'éducation, nous devons également interroger les pratiques du développement telles que pratiquées au cours des 70 dernières années. Nous devons également nous poser la question de savoir comment ce développement s'articule. Alors cet ouvrage ne porte pas sur la décolonisation territoriale, qui historiquement évidemment a toujours existé et a été aujourd'hui beaucoup réduite. À l'occasion du 140e anniversaire de la conférence de Berlin sur l'Afrique, nous voyons davantage d'accaparation de terres au cours des 10 dernières années sous toute une série de formes d'habitudes. Cet ouvrage, cela dit, ne porte pas sur l'aspect territorial. L'ouvrage ne porte pas non plus sur l'agenda occidental qui est imposé aux réalités des pays du Sud, bien au contraire. Notre analyse, elle est en fait représentative et elle repose en fait sur des décennies d'analyse postcoloniale à l'initiative d'experts, y compris du Sud, y compris d'experts provenant de minorités du monde. Cet ouvrage ne porte pas non plus sur un retour à une certaine forme idéalisée, une forme d'Éden précolonial qui n'avait pas du tout de problème social ou environnemental. Et cet ouvrage, en fait, ce n'est pas non plus une manière de nous donner des excuses, ainsi qu'à nos leaders, afin de perpétuer des inégalités domestiques, afin de nous donner l'excuse, finalement, de ne rien changer, de ne pas nous améliorer. À nous de nous poser toujours la question de savoir là où on peut améliorer les choses et d'interroger ces inégalités, ces injustices qui traversent le monde, que ce soit entre les pays eux-mêmes, mais également au sein des pays, y compris ces injustices sympystémiques. Et il y a toute une série d'ailleurs de contributions dans l'ouvrage portant sur ce point en particulier. N'oublions pas non plus l'urgence planétaire que les modèles actuels de développement nous ont imposée. Voilà, j'ai parlé de ce que n'était pas cet ouvrage. De quoi parle-t-on? Tout d'abord, c'est un ouvrage qui analyse le colonialisme. Et nous définissons avec toute une série de chercheurs la colonialité,
les effets persistants de la colonisation, parce que cet héritage colonial en fait persiste dans le développement et dans les systèmes éducatifs, dans les politiques, les mécanismes de recherche et de financement. Et cet héritage de colonisation, ces effets du colonialisme continuent d'avoir une importance et continuent en fait d'avoir un point important sur tous les aspects de notre ordre social, en nous limitant, en nous apprenant finalement qu'il n'y a qu'une manière d'appréhender les choses, une manière d'être, une manière de faire les choses. Ici, nous n'offrons pas une perspective historique, mais nous remettons en cause en fait les effets du colonialisme dans le présent et nous utilisons ces analyses comme tremplin pour tenter de voir ce que nous pourrions faire pour tenter d'aller au-delà des limites qui sont imposées, remettre en cause, repenser ces limites et tenter de nous extraire de ces limites. Alors, quelques mots, si vous voulez bien, sur les idées qui sous-tendent cette notion de développement de l'après-guerre, qui viennent évidemment de l'époque des Lumières en Europe. Cela remonte à plusieurs siècles, dans un seul territoire géographique, et c'est cela en fait qui a donné lieu à ce terme philosophique, à ce concept de modernité. La modernité qui nous enseigne en fait qu'il n'y a qu'une seule manière d'être, de penser et de faire, qu'il n'y a en fait une seule manière de connaître la science et la philosophie. La science et la philosophie, néanmoins, qui ne sont pas des inventions européennes. Le progrès, lui non plus, ce n'est pas que ce qui dériverait de la modernité européenne. Et cette présomption de ce qui est produit dans le nord de la planète est en fait universelle, eh bien, cette notion n'est pas utile si nous voulons nous extraire de ce carcan. Ces notions, elles se perpétuent par des relations de dominance et de contrôle, et avec un impact intrinsèque sur ce que nous constatons comme étant, ou ce que nous voyons comme étant le bon et l'utile. La bonne éducation, quel programme, quel type d'évaluation? Est-ce que ce sont des programmes qui sont libératoires ou est-ce que ce ne sont pas des programmes qui perpétuent des situations de fait? En tant qu'enfant au Zimbabwe et avant, en Rhodésie, sous contrôle minoritaire, on m'a enseigné que le Zimbabwe n'aurait pas pu être construit par des Zimbabwéens. On m'a dit que peut-être c'était des Égyptiens. C'était peut-être, on m'a enseigné en cours d'histoire que c'était peut-être des habitants de l'Atlantis, en fait, qui étaient venus construire le Zimbabwe. Toute une série d'explications pour simplement encourager le pouvoir à consolider son pouvoir en dépossédant les Zimbabwéens. Ça, c'est le pouvoir des programmes scolaires. Ça a évidemment un impact sur les preuves en matière d'éducation. Le côté, l'universalisme du Nord, c'est une manière en fait de justifier ce mécanisme de l'éducation par rapport au localisme des pays du Sud. C'est quelque chose également qui nous fait penser que certaines pratiques de gestion sont bonnes alors que d'autres ne le sont pas, que de nouvelles pratiques de gestion publique, de financement basées sur le résultat, les données, la donification et toutes les implications de ces mécanismes pour nos enfants, pour nos écoles, que tout cela est bon. Cela a un impact sur toute une série d'autres domaines politiques qui touchent l'éducation, la sécurité, la paix, la guerre, les impôts et les flux financiers illicites, afin en fait de mettre en place des régimes fiscaux qui ont été constitués après la colonisation. Regardez l'économie et ce qui est bon pour l'économie sous l'angle de la seule croissance. Le seul élément de la nature qui a une croissance naturelle, c'est le cancer. Pourquoi penser que c'est le mécanisme que nous devons toujours suivre? On entend également que l'éducation est là pour servir à des fins économiques. Alors évidemment, c'est un des objectifs, mais nous ne pouvons pas ignorer non plus tous les autres objectifs d'une politique éducative.
Donc les défis posés par cet ouvrage visent à nous poser la question de savoir quels sont les autres modèles. Il y aura en fait peu de surprises dans notre analyse pour ceux d'entre vous qui avaient examiné les injustices inhérentes au système, pour ceux d'entre vous qui provenaient de minorités, pour ceux qui ont souffert le plus, qui continuent de souffrir et qui ont identifié au départ les problèmes et qui continuent de remettre en cause en fait les systèmes qui perpétuent ces modes d'être. En plus de ces analyses cruciales, nous offrons également dans cet ouvrage toute une série de pistes d'avenir, des pistes qui seront d'autant plus importantes étant donné que nous sommes confrontés à des défis mondiaux. La montée des autoritarismes, la défiance face au gouvernement, l'augmentation des inégalités et une augmentation spectaculaire de la richesse de certains, la crise environnementale, les tensions géopolitiques et les conflits. Voilà certaines des défis que nos Senior Fellows ont articulés dans cet ouvrage. En plus des diverses crises auxquelles le monde est confronté, les contributeurs dans cet ouvrage nous offrent des pistes pour sortir de crises simultanées de l'imagination, pourrait-on dire. L'imagination descriptive nous demande en fait de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre pour désapprendre afin d'être en mesure d'apprendre et de réapprendre en écoutant les autres. Il s'agit de remettre en cause l'imagination en nous posant vraiment la question de savoir ce qu'il y a lieu d'arrêter et de laisser de côté. Nous proposons que la pensée unique, en fait, il faut la laisser de côté. Les relations de dominance, il faut les laisser de côté. La croissance économique qui dépasse tout, il faut la laisser de côté. Les micro-pratiques, les injustices, les inégalités, les macro-pratiques également doivent être repensées. Il est important de prendre en compte la réparation, l'éthique de la reconstruction, en passant par des imaginations créatives pour penser aux avenirs que nous voulons ensemble imaginer, afin de penser à un autre comment pour passer vers des développements que nous voulons et non pas des développements qui nous sont imposés, c'est-à-dire passer vers des avenirs plus justes et plus durables pour tous. Merci de votre présence aujourd'hui. À toi, Hugh. Going to go straight on to the videos for the next session. Merci beaucoup, Moira. Alors, nous allons passer directement aux parties des vidéos. À notre premier panel, vous aurez, je pense, la possibilité de toutes et tous les rencontrer. La plupart sont déjà présents. Il y aura en fait 3 vidéos qui vont être projetées. Nous aurons d'abord aussi, je pense, une vidéo de Moira. Le premier chapitre, donc, va être présenté par Iveta Silovay, Hikaru Komatsu et Jérémy Rapli. Le deuxième chapitre, nous aurons d'autres personnes qui nous parleront du processus de décolonisation des données dans l'éducation. Et puis, Madame Sodine va ensuite nous parler des nouveaux possibles et d'autres points qui seront abordés. Alors, désolé pour ce point d'introduction. C'est vrai que beaucoup de travaux ont été réalisés. Je vous encourage à parcourir le site internet du NORAG. Merci beaucoup et je vous en prie, vous pouvez lancer la vidéo. Hello, my name is Iveta Silova, and I'm excited to share a chapter I co-wrote with my brilliant friends and colleagues Jeremy Rapley and Hikaru Komatsu. Our chapter is called Unlearning Development, Education in the Era of Planetary Emergency, and it appears in NORAG's book on transforming development and education, from coloniality to rethinking, reframing, and reimagining possibilities. In our chapter, we ask a difficult but urgent question: what if the very concept of development is not the solution but part of the crisis itself? In a world more educated than ever before, education is often Dans un seen as a monde tool of plus éduqué progress. aujourd'hui, l'éducation est bien souvent vue effectivement qui est important et qui soutient le système, qui favorise cet effondrement plutôt que d'apprendre toujours plus de la même chose. Nos travaux de recherche proposent de repenser l'éducation comme une façon de proposer un avenir planétaire plus juste et plus durable sur le plan écologique. Depuis plus de 6 décennies, le
développement international nous a promis le progrès. Pourtant, la pauvreté reste ancrée, les inégalités se creusent et la destruction de l'environnement s'accélère. Ce chapitre remet en question l'hypothèse selon laquelle le développement signifie simplement de meilleures politiques, de meilleurs indicateurs, de mesures et davantage de financement pour réussir. Nous soutenons plutôt que la véritable transformation nécessite de désapprendre les fondements mêmes sur lesquels repose notre développement. Ces hiérarchies coloniales modernes, son obsépendance à l'égard de solutions pilotées par des experts et sa croyance sous-jacente en l'individualisme et l'exceptionnalisme humain. Nous pensons que ce chapitre contribue à un changement plus que nécessaire dans notre façon de penser l'éducation, le développement et l'avenir de notre planète. Désapprendre ne consiste pas seulement à critiquer, il s'agit de faire place à de nouvelles façons de savoir et d'être qui favorisent l'interdépendance et le bien-être planétaire. Ainsi, au lieu de nous demander comment aller de l'avant, demandons-nous ce que nous devons laisser derrière nous. Nous vous invitons à lire ce chapitre, à vous poser ces difficiles questions et à nous rejoindre pour repenser l'éducation au-delà des contraintes du développement. Bonjour, je m'appelle Radhika Guru et je suis l'autrice du chapitre Décoloniser les données sur l'éducation, théorie et perspective dans le livre du NORAG, Transformer le développement dans l'éducation, colonialité remise en question, reformulation et réinvention des possibles. Bonjour, je suis Minolivi Chitunga, co-autrice. Ce chapitre examine le phénomène du colonialisme des données en relation avec l'éducation. Les données sont des instruments profondément politiques qui prétendent rendre les populations visibles, mesurables et gouvernables. Historiquement, les gouvernements et les organisations internationales contrôlaient la génération de données à grande échelle. Cependant, la numérisation récente a permis de produire de grandes quantités de données à moindre coût. Et les entreprises privées ainsi que les organisations nationales et internationales disposent désormais de plus de données et d'une plus grande variété de données que jamais par le passé. L'extraction et la marchandisation des données, la domination des épistémologies occidentales dans les pratiques de données et l'enracinement des inégalités historiques fondées sur la race, le sexe et la classe dans la datification ont conduit à des théories du colonialisme des données et du colonialisme numérique. Nous examinons ces pratiques en relation avec l'éducation. Nous nous penchons sur certaines pratiques émergentes autour de la décolonisation des données par des groupes autochtones, des mouvements sociaux, des théoriciens sociaux basés sur les principes de propriété et de bénéfice collectif, les droits communautaires d'accès, l'éthique et l'analyse sensible au contexte. Nous soutenons qu'une plus grande théorisation est nécessaire pour pouvoir développer des cadres alternatifs qui inversent la dynamique de pouvoir et protègent les droits des personnes marginalisées. Bonjour, je m'appelle Crane Soudine et je suis l'auteur du chapitre 3 du livre du NORAG intitulé Transformer le développement dans l'éducation, colonialité, remise en question, reformulation et réinvention des possibles. Le titre du chapitre est Soutenir les possibilités de développement perturbateur à l'université, une exploration conceptuelle. Cette contribution se concentre sur la difficulté de soutenir des interventions intellectuelles perturbatrices dans l'université moderne. Qu'est-ce que j'entends par intervention perturbatrice? Eh bien, ces interventions perturbatrices remettent en question l'épistème hégémonique partout où elles peuvent surgir et offrent des possibilités d'analyser les problèmes, les situations sociales et les phénomènes de matière alternative. Le message clé du chapitre est le suivant. Contre cette toile de fond mondiale de la fragilité persistante des projets perturbateurs, cet article s'appuie sur les idées de Bonnie Honig concernant les environnements de maintien pour explorer les conditions minimales nécessaires au maintien des interventions perturbatrices. Il s'intéresse en particulier à ce que j'appelle les pratiques de maintien de la démocratie, telles que la promotion du débat public et la création d'espaces ouverts pour permettre des formes d'engagement et de contestation. Je vous incite donc et vous invite à lire le chapitre de la publication plus complète et à nous faire part de vos réflexions. Merci beaucoup. Hi everyone. Can I ask the panelists to Alors, turn est-ce que their, je pourrais, si vous le voulez bien, demander aux membres de ce panel d'allumer leur caméra pour que nous puissions les voir? Voilà, merci. Bonjour Radhika.
Les autres également. Hello, hello. So we do have one Alors, question, and nous I'm avons hoping une that the question others et are j'espère that the d'ailleurs others are going to come que in. les autres But the membres first du question, panel of vont course, is aussi allumer quite leur caméra. Et la the première question question est assez submitted by Beata profonde et très Gudenzi. Thank concrète. you Elle very nous much, est Beata. posée How can par Beate. current Comment est-ce politics, que le drastic cuts that we contexte see in aid, actuel, including avec les education, différences how que will they l'on voit affect dans the narrative on l'éducation, les decolonization réductions budgétaires, comment est-ce qu'elles decades affectent ce forward? récit sur la décolonisation et And written l'éducation, by les at the projets bottom of donc the qui portent sur ces diatribe. questions et, Are we going to get et back les changements on justement? gender Est-ce que l'on va aller politics, vers des on programmes un peu moins local ambitieux? Est-ce que dynamics, peut-être des more dynamiques education plus dynamics, locales resources, avec les acteurs de and l'OECD so qui on? imposeront davantage leurs règles? Gudenzi, Voilà, c'est une question posée par Beata who would like to take it? Godenzi. Je vous laisse la parole. Qui souhaite y répondre? Maybe I can start Je if peux colleagues peut-être I invite permit. her to go commencer? ahead. Oui, Thank you so allez-y, much. I was Iveta. expecting, of Bien, course, merci. this Je m'attendais bien évidemment question, à especially sitting cette here in the United question, States surtout right en now étant ici présente and aux reading États-Unis, a alors que lot je of vous the parle. reflections from Et some j'ai of lu beaucoup de my réflexions qui colleagues ont été who proposées par certains de mes discuss the collègues current qui, dismantling of the justement, ont parlé USAID in du particular as démantèlement perhaps actuel an du opportunity USAID, le to service à l'aide disrupt the internationale entrenched power américaine, structures et that de pouvoir, perpetuate justement, qui détruit un dependency petit in peu les neocolonialism. structures et But I qui wanted to remet en say that the question reality is certaines so much more pratiques. Néanmoins, je souhaite complex vous at the dire que la same réalité est time bien plus because what we complexe, see hein, with this car ce dismantling que of the l'on voit USAID face à under the ce Trump démantèlement du administration USAID mené par l'administration Trump, is something that aligns much, c'est en fait une well, aligns very pratique, directly with une the Build action qui America s'aligne First agenda, directement which avec le prioritizes programme America nationalist First et interests qui over global cooperation altogether. privilégie clairement les intérêts And this nationaux move sur le reinforces niveau a international. Ce pattern of sont des retreat from forces, international c'est un commitment, modèle de retrait des engagements qui avaient été pris au shifting niveau US away from international et qui multilateral retire les engagement and États-Unis de toute towards une série d'engagements isolationist multilatéraux stance that qui visent prioritizes plutôt des pratiques supposedly bien domestic concerns, isolationnistes, which are very, supposément very sur base de highly préoccupations contested nationales, themselves, qui and sont which déjà are, in fact, elles-mêmes fortement disproportionately harming questionnées vulnerable et populations, qui both at affectent de home façon and disproportionnée les abroad. And we populations probably plus have seen already défavorisées that on au March niveau 7th, national et international. the On l'a déjà president had vu, hosted Topeka Summit in the UN, justement, le Edward Hartney ministre enfin, la personne qui announced the représentait les Agenda États-Unis à 2030 and l'ECOSOC aux Nations rejected Unies a SDGs, rejeté les basically ODD, arguing toute that une série de these are mesures connexes inconsistent en with US prétendant foreign qu'elles ne US correspondaient pas sovereignty and which has à la adverse souveraineté effects on the rights and américaine interests et of qu'elles Americans. avaient des effets néfastes And pour l'ensemble des basically Américains, saying en disant en that fait the US que administration has set clear, I'm l'administration quoting right now, américaine, et ici je an cite, overdue course avait correction on justement gender and enfin climate pu procéder à ideology, une which he said rectification pervade qui était SDGs. So attendue it's de very, longue date very en matière disturbing d'environnement et patterns. questions sociales. C'est donc And des in pratiques fact, très what we have perturbantes argued qui voient in le our jour chapter That aujourd'hui. En fait, dans Learning notre Development, chapitre what we justement see sur ce including développement, unlearning ce qu'on peut hierarchies or voir dans le fait de unlearning déconstruire ces dependencies, we see hiérarchies ou all de of this déconstruire un petit reinforced peu 100 cette million dépendance, on times peut stronger voir right now, que but c'est only in the décuplé, enfin c'est interest of the United multiplié à un States. très grand niveau And aujourd'hui, of mais course, you uniquement dans also see l'intérêt it, des États-Unis d'Amérique. play Vous already in the aurez case of Ukraine, tous but we vu also see l'évolution avec l'Ukraine, par the exemple, où l'on voit like very notamment transactional bien des development développements qui sont très examples that transactionnels, are qui sont already emerging. conditionnés, des exemples qui émergent It's really déjà disturbing aujourd'hui. as well. C'est extrêmement Basically, perturbant. the demanding, On peut right, voir en that fait we des have access exigences, to avoir rare accès, que minerals and nous ayons energy accès à resources in certains minerais Ukraine rares, à des in ressources exchange énergétiques en for Ukraine, en military support échange and d'un political solidarity soutien with Ukraine. So it's militaire very, et very d'une disturbing. solidarité politique avec l'Ukraine, And ce qui est extrêmement and we perturbant. also see this Et opening on space peut aussi voir for cet rising private sector espace military driven qui development. toujours plus grand, And qui est mis à disposition du secteur privé, du which développement prioritize militaire, private et qui investments over donne direct aid priorité and aux investissements which privés plutôt potentially qu'à could l'aide replace nationale et USAID qui pourrait programs. So remplacer les programmes means du that USAID à development l'avenir. efforts may Donc be les shaped by efforts de corporate interests développement rather than pourraient social and effectivement être ecological orientés par justice. les intérêts So des just really entreprises plutôt quickly, que I'd par like un to say if idéal we de justice truly sociale. want Voilà. to Donc unlearn la development, question est si l'on veut vraiment it would require désapprendre ce not just développement, ça dismantling of nécessiterait traditional aid d'une part structures, but also démanteler les fostering new structures forms of traditionnelles, mais aussi solidarity, promouvoir de nouvelles redistributing formes de wealth, solidarité en supporting redistribuant la facilitating richesse, en pathways for soutenant development, which we do cette not necessarily see right now at autodétermination all. qu'on ne voit pas But forcément actuellement however, this current trajectory aujourd'hui. suggests a shift Toutefois, towards c'est une isolationism trajectoire rather qui, than justement, transformation. It aujourd'hui, va plutôt reinforces vers global inequalities l'isolationnisme rather et qui than renforce addresses les them. inégalités plutôt que And d'y remédier. right,
Et en renonçant au programme des ODD, je pense que les États-Unis ont dit très clairement qu'ils n'investissaient plus dans cette vision large d'un monde plus juste et équitable en laissant de côté tous ces projets de développement qui vont probablement devenir d'autant plus fragmentés, plus inégaux d'ailleurs. Voilà. En tout cas, c'est le sentiment que nous avons actuellement aux États-Unis, mais j'aimerais bien évidemment écouter mes collègues et savoir quelle est l'expérience qu'ils ont, ce qu'ils vivent actuellement et les répercussions de tout cela au niveau international. Merci Iveta d'avoir partagé ce point. Je vais passer sans plus attendre à la question suivante. Nous n'avons pas énormément de réponses, de temps, pardon. C'est une question posée pour John Naidoun. Comment est-ce que l'on peut évoluer d'une vision du développement comme un problème à résoudre vers un paradigme dans lequel eh bien, on envisagerait un monde commun? Voilà, je voulais savoir s'il y avait peut-être des réactions sur ce point. Un monde capable de reconnaître les différentes épistémologies et les différentes histoires. C'est de ça qu'il s'agit dans le livre. Voilà, donc si l'un ou l'autre des auteurs souhaite réagir, n'hésitez pas. Autre point sur le question, il y avait des questions concrètes. Où trouver le livre notamment? Ici, je pense que quelqu'un va répondre dans le chat directement pour que vous ayez toutes ces informations pratiques. Alors, qui parmi les membres du panel souhaite répondre? Oui, je vais peut-être prendre la parole. Oui, Crane, allez-y. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup pour votre question. Je pense qu'ici, nous sommes face à une époque extrêmement difficile. Et c'est vraiment d'ailleurs l'essence. Ici, je fais un petit peu de promotion, mais c'est justement le cœur de mon chapitre. Mon chapitre porte sur les perturbations, sur les initiatives qui sont prises dans le monde et qui visent justement à faire avancer. Et ce que moi j'essaie de proposer dans ce chapitre, et c'est ma réponse à la question de Jordan, est d'examiner des possibilités, des façons de soutenir et d'appuyer ce type d'initiative. Car beaucoup de politiques avancent actuellement dans un sens qui justement nous fait passer à côté de cette possibilité. Ce sont des modalités, des pratiques qui ne tiennent pas compte de la complexité de ce à quoi nous sommes confrontés. Donc beaucoup finalement de ce qui est fait, ce sont des actions plus limitées. On fait entendre notre voix, certes, mais nous ne sommes pas en mesure d'élaborer de véritables stratégies qui nous permettraient de ce que moi j'appelle finalement venir nourrir toutes ces possibilités alternatives. Il est important de comprendre que ces options alternatives doivent par contre continuer à exister parmi nous de différentes façons, bien souvent de façon invisible, mais ce qui est essentiel, c'est comment les préserver. Ces petits, je dirais, ces aperçus, ces petites possibilités qui passent parfois inaperçues, et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est ça la difficulté. L'éducation a un rôle essentiel à jouer dans ce faire, et je suis justement, oui, je compatis avec tous mes collègues des États-Unis qui voient les programmes universitaires qui sont remis en question, décimés, et la possibilité même justement de parler en classe est remise en question. Il faut essayer de trouver des façons d'être justement, d'avoir une relation durable avec les personnes des États-Unis actuellement. Je pense que ça, c'est important. C'est une période extrêmement importante pour nous. Merci, Hugh. Merci, Crane. Je vais peut-être lire une autre question avant que l'on ne passe à l'intervenant suivant. Et je vous rappelle que si nous ne répondons pas tout de suite à votre question, je demanderai à l'un des membres du panel de vous répondre par écrit. Et tout ceci sera de toute façon enregistré. Donc, ne vous inquiétez pas si nous ne lisons pas votre question. Il y a beaucoup de commentaires. J'aimerais peut-être revenir sur une question qui est posée par Sarah Black, qui est une question qui nous traverse l'esprit, je pense à toutes et à tous. Sarah nous dit qu'il s'agit de penser différemment. Comment passer du penser différemment au faire différemment? Il faut justement, on a tendance à critiquer certaines pratiques, et donc
comment how do we get justement s'éloigner de cette théorie à l'action plus concrète? Avez-vous des réflexions? Comment est-ce que l'on peut passer du désapprendre à justement déconstruire les pratiques concrètement sur le terrain? Une réponse assez rapide des membres du panel. Question très dure, dit Radhika, extrêmement difficile. Et je me disais que, vu que je n'ai pas répondu aux deux premières questions, je peux peut-être, si vous le voulez bien, répondre à la suivante. Bon, celle-ci est un peu plus difficile. Elle est tombée sur moi. Comme je le disais, c'est une question extrêmement importante. Et je pense que l'initiative du NORAG, Nord et Sud, eh bien, est l'un des exemples justement qui nous montre l'importance de faire la liste, de bien réaliser tout ce qui a déjà été lancé pour faciliter ce basculement et passer de petites initiatives éparpillées ici et là vers quelque chose de plus robuste qui permettra d'avancer. Les choses avancent déjà d'ailleurs. Dans le chapitre que Mélanie et moi-même avons rédigé, nous mentionnons certaines des initiatives, notamment un cadre de la communauté maori en Nouvelle-Zélande, plusieurs façons autochtones de repenser les données, de voir les choses, et nous montrons comment est-ce que ces initiatives peuvent venir eh bien, inverser la dynamique de pouvoir et qu'elles peuvent justement eh bien, nous redonner ce pouvoir, ce contrôle des données, et qu'elles peuvent restaurer le respect vis-à-vis des communautés qui ont été privées de ces données ou qui sont concernées par toutes ces données. Donc, il y a plusieurs initiatives qui sont en place, des communautés qui agissent, et je pense que cette grande perturbation qui est arrivée, même si elle va être très néfaste pour le développement, elle va nous contraindre à repenser nos échanges sur le développement. Et ça nous ramène d'ailleurs à la question de Jordan posée tout à l'heure. On a passé beaucoup de temps entre nous au début des discussions sur la question de repenser le développement au sens large. Et Crane a aussi fait un commentaire sur ce point. Ça fait partie du sujet de son chapitre. Je pense donc qu'il y a des exemples. Et au plus nous pourrons rassembler d'exemples, au plus nous pourrons les promouvoir, au plus ça permettra d'inspirer d'autres personnes qui pourront voir comment avancer, sans pour autant minimiser, bien évidemment, le défi de taille qui nous attend. Merci beaucoup, Radhika. Alors nous allons passer au panel suivant, la deuxième partie, où nous entendrons ces divers auteurs nous parler de la modification des schémas, comment changer de schéma de développement afin d'aller dans le sens de la réparation, de la récupération, de la justice axée sur la réconciliation. Avec Catherine Adora Hoppers, qui a notamment écrit un article très intéressant sur les systèmes de transformation. Arati Sriparkash, qui s'est intéressé aux réparations dans les ruines du développement, éviter les liens entre le développement, le matériel et la justice épistémique, réparation dans la Caraïbe, Nigel Bressett et Tavesti Jules, et puis nous entendrons parler de microfragments de réparation et de réinvention avec les pratiques alimentaires Shiksi auprès des femmes et des enfants dans la cordillère des Andes. Yes, thank you. We'll be presenting for us. So thanks very much. Voilà, merci beaucoup. Et nous allons passer à la présentation de ces divers chapitres. Bonjour, je m'appelle Catherine Adora Hoppers, je suis l'autrice du chapitre 4 intitulé « L'éducation au développement en tant que méthodologie de transformation des systèmes » que représente l'action réparatrice et la justice cognitive dans cet ouvrage de NORAG. De la rencontre avec les chansons d'amour, du développement, à la découverte, même aussi au déplacement des traces d'odeurs dérangeantes qui en découlent,
en passant par la prise de position indépendante. La question qui m'a toujours taraudé est la suivante. Le développement peut-il être éduqué? Comment le développement, tel que nous l'appréhendons, peut-il générer un sentiment d'action réparatrice, un sentiment de retour à la maison, pourrait-on dire, pour les citoyens du Sud dans leur vie quotidienne, qu'ils vivent frugalement ou pas, qu'ils aient des chaussures à se mettre aux pieds ou pas. Cet article pousse le développement au-delà de la puanteur actuelle et des odeurs nauséabondes qui en résultent pour aborder une perspective tournée vers l'avenir. En rassemblant une pratique éthique responsabilisante et curative pour toutes et tous sur le terrain. Ce chapitre s'appuie sur un cas de développement de la chaire Sarchi en éducation au développement, financée par le ministère sud-africain des sciences et de la technologie auprès de l'Université d'Afrique du Sud, où cette méthodologie de la transformation et du rapprochement de la théorie et de la pratique s'est articulée autour d'actions réparatrices en utilisant notamment des systèmes de connaissances locales, de connaissances autochtones, comme nouvelle approche pour débloquer cette impasse épistémologique qui existe aujourd'hui entre l'Occident et les autres. Cela a été mis en pratique dans notre académie pendant 10 ans pour conclure que si le développement se fait de manière plurielle et de manière éthique, eh bien, la restauration, la guérison peuvent se produire. Et je vous invite à lire ce chapitre et la publication d'ailleurs dans son ensemble et à partager vos réflexions. Bonjour, je m'appelle Arati Sriprakash, je suis l'autrice du chapitre intitulé « Réparation sur les ruines du développement » dans cet ouvrage NORAC « Transformer le développement dans l'éducation, colonialité, remise en question, reformulation, réinvention des possibles ». Mon chapitre examine de manière critique le projet de développement de l'après-guerre et soutient qu'il n'y a pas eu de réussite à remédier aux injustices structurelles des systèmes capitalistes raciaux coloniaux. En fait, en maintenant ces systèmes, le projet de développement en soi peut être considéré comme une injustice en soi. Le chapitre explore ce qu'il faudrait pour repenser radicalement l'avenir du développement à travers le prisme de la réparation et de la réparation dans la justice. Un cadre réparateur nous oblige à nous attaquer aux injustices passées et à œuvrer pour un avenir anti-oppressif. Le chapitre examine l'action réparatrice en termes de réparation matérielle, de réparation épistémique et de pédagogie réparatrice en réfléchissant à la manière dont de telles approches peuvent transformer le développement de l'éducation. J'espère que vous trouverez ce chapitre et le livre d'ailleurs en général utile pour promouvoir un nouveau discours sur l'action et les possibilités de justice réparatrice. Hello. Bonjour, je m'appelle Nigel Bressett, je suis le co-auteur du chapitre délié le développement, justice matérielle et épistémique et réparation dans les Caraïbes. Un chapitre de cet ouvrage, Transformer le développement de l'éducation, colonialité, remise en question, reformulation et réinvention des possibles. NORAG a demandé à la communauté du développement de reconsidérer et de reconceptualiser de manière critique le développement, afin de mettre davantage l'accent sur des approches plus progressistes, inclusives, équitables. Les réparations y jouent un rôle important. Nous relevons ce défi et nous utilisons l'espace des Caraïbes comme point d'entrée pour réfléchir à la construction violente du projet de modernité capitaliste mondiale, pour nous engager dans la logique de la justice réparatoire et proposer 2 voies vers des réparations matérielles et épistémiques. Nous appelons à repenser le développement de la Caraïbe sous l'angle des réparations en utilisant 2 approches. Tout d'abord, sur le plan matériel, nous préconisons une refonte structurelle du système mondial d'aide afin de l'utiliser pour aider à restaurer la richesse économique qui était injustement extraite des Caraïbes pour enrichir les anciennes puissances coloniales, ce qui a contribué au sous-développement socio-économique des sociétés des Caraïbes. Deuxièmement, nous insistons sur la nécessité de réparation épistémique. À cet égard, nous plaidons spécifiquement pour que soit reconnu le droit des sociétés des Caraïbes à valider leur propre système de connaissances et leur mode
de connaissances. Cela passe par des sociétés caribéennes qui disposent d'une plus grande autonomie pour façonner leurs systèmes éducatifs ainsi que pour valoriser davantage les connaissances caribéennes au sein et au-delà de la région des Caraïbes. Nous pensons que ce chapitre contribue de manière importante à la manière dont on doit repenser le développement et le changement social en mettant davantage l'accent sur la lutte contre les inégalités profondes d'aujourd'hui qui sont fondamentalement enracinées dans le passé, et nous plaidons en faveur d'une refonte structurelle du système mondial d'aide, parallèlement à des réparations épistémiques en tant que fondement à la fois moraux et pratiques. Nous vous invitons à lire ce chapitre et l'ouvrage dans sa totalité et à partager vos réflexions. Merci. Hello, my name is Veronica Bonjour, je m'appelle Passini-Quechabo, Veronica and I'm the Passini-Quechabo. co-author Je suis alongside co-autrice avec Cristina Cristina Delgado Delgado Ventimiglia Ventimiglia d'un d'un chapitre de cet ouvrage de NORAG, Transformer le développement dans l'éducation, colonialité, remise en question, reformulation et réinvention des possibles. Le titre de notre chapitre est le suivant, microfragments de réparation et de réinvention des pratiques alimentaires Chichi avec les femmes et les enfants. Un chapitre qui présente des microfragments de réparation et de réinvention, à savoir des initiatives politiques modestes, localisées pour faire face à l'empiètement des forces capitalistes et néocoloniales dans les hauts plateaux des Andes équatoriennes. Ces microfragments que nous décrivons émergent d'un projet pédagogique avec des femmes et des enfants de cette culture à travers des pratiques comme la culture de la pomme de terre, la préparation de repas ensemble, l'initiation des enfants au repas traditionnel de l'enfance. Les femmes et les enfants remodèlent par ce savoir les conditions de leur vie quotidienne. Nous sommes dans un chapitre où ces moments apparemment mineurs servent en fait d'actes de réinvention, remettant en question ces héritages coloniaux et ces tragédies collectivement héritées grâce à une action au niveau des femmes et des enfants de cette partie de la Cordillère des Andes. Nous vous invitons à lire le chapitre, la publication dans son ensemble et à partager vos réflexions. Merci. Thank you very much, everyone. Could I ask Merci the beaucoup. Je demande contributors to that aux section autrices to et aux turn their auteurs de videos on and cette welcome all. section à bien So vouloir we have a allumer number of questions, but I leur think, caméra et à nous segueing in rejoindre à from that l'écran. wonderful Il y a un question, certain nombre de wonderful questions. input on the moments that matter so much in everyday life. Quels And sont there's ces a wonderful moments qui question comptent tellement dans la vie quotidienne? C'est ce à quoi fait écho une question de Virginia Gomez qui nous dit qu'au Brésil, il y a des questions critiques que l'on pose en fait dans les salles de classe en ce qui concerne l'inégalité des modes de développement. En fait, les élèves sont très peu souvent exposés à des alternatives. Il faut qu'ils fassent expérience néanmoins de manières de vivre différentes. Être en concurrence pour un emploi, ce n'est pas la seule chose qui existe. Ce serait quoi une manière différente d'agir aujourd'hui, économiquement également, dans notre monde capitaliste? Je ne sais pas qui veut répondre à la question. Véronica. Rapidement, je répondrai de la manière suivante. Je pense que c'est une question extrêmement importante, une question en fait qui doit nous appeler à nous interroger sur la scolarité et sur l'enseignement. Au cours des dernières années, j'ai été confronté à plusieurs systèmes, plusieurs manières dont l'éducation trouve sa place en Amérique latine. Et il faut se poser la question s'il y a véritablement un espace de réinvention pour l'éducation formelle. Peut-être faut-il totalement penser la manière dont nous articulons nos réponses et dont nous ouvrons la porte à divers programmes, à divers contenus. N'oublions pas que l'éducation formelle, en fait, elle repose sur des idées de la modernité, des idées qui ont en fait créé les conditions desquelles nous essayons de nous extraire. Et je pense qu'il est important de passer par d'autres méthodes d'organiser le collectif et de créer en fait des espaces
d'expériences communs qui sont en prise avec les conditions particulières de vie dans une société donnée, les conditions de vie auxquelles nous sommes confrontés. Pourquoi penser que nous pouvons en fait changer le monde en passant par un système formel d'éducation? Merci beaucoup, Véronica. Il y a notamment une question d'Alison Joint, Hélène Corso également, qui pose en fait des questions particulières. Je pense en fait qu'il y a toute une série de questions très très intéressantes, mais la question d'Alison en fait est intéressante. Comment est-ce que ces idées théoriques que vous exposez dans cet ouvrage peuvent-elles être mises en pratique dans des situations concrètes? Et je pense qu'en fait, l'important, c'est la difficulté auxquelles les enseignants sont confrontés au quotidien. Je pense que c'est ça le gros de la question. Je vois que Catherine voulait prendre la parole. Est-ce que c'est pour nous dire bonjour ou est-ce que c'est pour nous proposer une piste de réponse? Et je donnerai évidemment la parole évidemment aux autres membres du panel. Catherine. People think of schooling and l'éducation, l'enseignement, l'expérience qu'on peut faire en fait dans la rencontre des écoliers et des élèves, où moi j'ai eu l'occasion évidemment de m'adresser à des étudiants dans l'enseignement supérieur pendant 10 ans avec une nouvelle méthodologie afin de faire droit à la restauration et à la guérison dans le contexte de l'enseignement supérieur. C'est vraiment intéressant. Il me semble qu'il est vraiment très important d'aller dans ce sens, parce que c'est au niveau en fait de l'enseignement supérieur que l'on a le plus de poids sur ce que va être par la suite un programme scolaire dans les niveaux de l'enseignement inférieur, primaire et secondaire. En Afrique du Sud, sous la direction de la chaire sud-africaine de l'éducation, financée par un comité parlementaire sous le contrôle du ministère de la Science et de la Technologie, nous avons en fait créé cette nouvelle chaire afin de déplacer les frontières de la pensée. C'était une initiative intéressante parce que ça m'a donné, pour ma part, l'occasion de rassembler les vice-chanceliers des universités d'Afrique du Sud, de rassembler également des universitaires du monde entier, des spécialistes de la physique quantique, des anthropologues, des scientifiques de plusieurs disciplines. Nous les avons tous et toutes rassemblés autour d'une table et j'ai formé également 26 étudiants en post-graduat. Et nous avons rassemblé évidemment les sages de 9 grandes provinces sud-africaines et nous les avons rassemblés une fois par an à l'occasion d'une retraite sans papier. Personne n'était obligé de faire une présentation en s'extrayant donc des modes académiques de préparation de textes, de conférences, etc. Et pendant 10 ans, donc, j'ai rassemblé ces divers acteurs, ces penseurs, ces étudiants, ces sages. Et ensemble, nous avons passé 2 semaines chaque année. Alors, comment est-ce qu'un vice-chancelier peut s'adresser à un sage face aux étudiants et tenter de décrire le monde? C'est le type d'expérience que nous avons menée. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on a parlé d'expériences de plusieurs régions. Est-ce que je peux donner la parole à nos collègues des Caraïbes? Est-ce que Travis, par exemple, ou Nigel veut intervenir sur ces pratiques, ces nouvelles pratiques dans l'éducation? Oui, merci beaucoup. Je pense que ce qui ressort tout particulièrement de notre chapitre, c'est qu'on comprend que le système actuel, il ne fonctionne pas, il est cassé, et on ne peut pas
le réparer en utilisant notre logiciel de pensée actuel, en utilisant l'épistémée actuelle dans nos manières de penser, de voir et d'agir. Et donc, il faut envisager d'autres possibles. Nous ne voulons pas pour autant dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il faut trouver des alternatives. Et ces alternatives, en fait, on doit les conceptualiser de manière à mieux penser, à remettre en forme la réalité pour aller dans un autre sens, vers une autre piste. Donc notre chapitre, en fait, il nous dit tout simplement qu'on ne va pas tout simplement pouvoir résoudre par un seul mécanisme les problèmes des Caraïbes. Il est important de mettre l'accent sur le caractère, en fait, épistémique des réparations et pas sur l'aspect monétaire des réparations. Et l'éducation, c'est une manière, la réforme de l'éducation, c'est une manière d'avancer, de faire les choses différemment, mais nous devons également pouvoir repenser le système. On ne peut pas tout simplement réitérer et répéter les choses. Ça ne fonctionne pas. Donc on pense que nous sommes en train de travailler. Comme le disait Einstein, en fait, être fou, c'est faire la même chose et penser que le résultat sera différent. Je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Yvette. Il est important, me semble-t-il, à ce stade, de voir en fait ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, voir quels sont les enseignements qu'on peut en tirer aujourd'hui. Évidemment, c'est une honte ce qui se passe avec l'interruption du programme USAID, mais ça doit nous interroger et nous faire repenser en fait la manière dont de l'argent a été donné pour le développement. Et je pense qu'il est important de réfléchir à la manière dont le Sud doit aussi contribuer à son propre agenda en matière de développement. Merci beaucoup, Tavis. Désapprendre des États-Unis, évidemment, c'est important. Avant de passer au panel suivant, je ne sais pas si Arati avait un commentaire rapide à faire. Oui, merci, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un commentaire, en fait, intéressant qui était laissé dans le chat par un participant en fait qui nous pose la question de savoir en fait comment conceptualiser en fait ces nouveaux possibles théoriques, alors que même la possibilité d'une nouvelle imagination, elle est attaquée en Palestine avec notamment ces 400 personnes qui sont mortes au cours de la journée écoulée après l'interruption du cessez-le-feu. Collectivement, qu'est-ce que notre travail veut dire à une époque de grande violence, alors qu'il y a des atrocités de masse qui sont commises de part et d'autre? Voilà le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Je pense que dans cet ouvrage, nous essayons d'articuler des schémas de justice. Mon chapitre envisage la possibilité de justice réparatrice et de réparation. Et ce que je voulais souligner, c'est que ce schéma de justice, ce cadre de justice, en fait, il découle d'une idée de reconnaissance collective des injustices présentes et passées. Il est important, ensemble, de reconnaître que nous avons fait des erreurs, voir où ces erreurs ont été faites en tant que communauté mondiale, conceptualiser le mal qui était fait à certaines populations, que ce soit avec des formes éculées de colonialisme ou les formes actuelles du colonialisme. Je pense qu'il est important en fait de remettre les choses en place avec un angle davantage moral. Merci. Effectivement, nous vivons dans un monde dans lequel eh bien, la réalité a effectivement une façon d'intervenir de façon très directe et dramatique sur nous. Et il y a effectivement un grand besoin pour pouvoir mettre en pratique cette justice. Et je pense que c'est très difficile pour nous, effectivement, de rester disciplinés et de rester concentrés sur les véritables priorités. Mais c'est justement précisément ce qui a inspiré cet ouvrage. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, passer au troisième et dernier ensemble de vidéos et au panel pour que nous puissions justement voir
quelles seront les prochaines étapes, qu'est-ce qui pourra continuer à nous faire avancer et bien évidemment ce que l'on fait, comment est-ce que l'on s'organise pour ce faire. Je vous remercie. Ah oui, pardon. Je dois effectivement présenter les membres du panel. Alors, il y a une ou deux personnes de ce panel qui ne seront pas présentes. Je pense que le décalage horaire est considérable avec le nombre de participants que nous avons des différentes régions du monde. Et il y a un premier chapitre qui sera présenté par Vanessa Andreotti. Ensuite, Prachi. Alors, Prachi, malheureusement, ne pourra pas être présente, mais elle nous parle de l'humilité épistémique qui, je pense, est extrêmement importante à l'heure de discours dominants et comment répondre avec une honnêteté intellectuelle et justement trouver une façon de faire. Ensuite, des contributions brillantes de Keita Takayama et Taiko Okitsu sur le bon sens. Je pense que c'est un mot dont nous avons besoin. Il faut effectivement bien creuser parmi tous ces débris pour trouver le bon sens et trouver justement un juste milieu sur base de l'expérience qui a été menée au Japon. Et puis ensuite, Catherine est ici avec nous pour répondre aux questions justement sur des conclusions un peu provocantes de cet ouvrage, réflexion et provocation sur la décolonisation du développement et de l'éducation. Voilà, ils seront ici pour répondre à vos questions. Nous essaierons d'aborder le plus de questions possible et comme je l'ai dit, si de toute façon nous ne pouvons pas les traiter lors de nos échanges, nous ferons de notre mieux pour vous répondre par écrit directement via le chat. Je vous remercie. À présent, les vidéos. Développement. De qui est cette idée de progrès? Un choix fait au nom de qui? Au profit de qui? À quel prix? Aux dépens de qui? On parle de durabilité, mais de quoi? Pourquoi? Pour qui? Décidé par qui? Imposé à qui? Éducation comme une continuité, comme une interruption, pour la conformité, pour la transgression, pour l'avenir de qui? Et sur quelle planète vivable? On ne peut pas parler d'un avenir durable sans la capacité de parler de choses douloureuses qui nous hantent, d'où nous venons, d'où nous sommes et où nous allons. Nous ne pouvons pas parler d'un avenir durable sans avoir la capacité de parler des territoires occupés, des êtres humains réduits en esclavage, du travail exploité, des corps et des terres violés au nom du développement. Nous ne pouvons pas parler d'un avenir durable sans pouvoir parler d'expropriation et d'extraction, de misère et de dépossession, de génocide et d'écocide qui sous-tendent ce que nous voulons voir se poursuivre. On ne peut pas non plus parler d'un avenir durable sans parler des méfaits des colonialismes, des impérialismes, des guerres et de l'esclavage, des migrations forcées et des militarisations qui se produisent au nom du progrès et de la prospérité. Nous ne pouvons pas parler d'un avenir durable sans être capables de parler de la manière dont l'éducation est utilisée pour normaliser et naturaliser l'individualisme consumériste métropolitain, la suprématie blanche occidentale, le paternalisme et le sauveurisme à travers une histoire unique et nuisible de la civilisation comme étant la modernisation. Les déstabilisations climatiques, l'apocalypse de la biodiversité, c'est un terme de l'ONU, les crises mondiales de santé mentale, les disparités de richesses obscènes, les instabilités économiques imminentes, la violence croissante, la précarité et la polarisation, la menace de notre propre extinction prématurée qui est à nos portes. Sans blague, Sherlock, quelle politique et quelle coopération en matière d'éducation et de formation pourrait nous préparer à naviguer et encore moins à changer le cours de cette élaboration actuelle de ce futur probable? Bonjour, je m'appelle Prachi Srivastava et je suis l'autrice du chapitre 9 intitulé « Pourquoi l'humilité épistémique est-elle provocatrice? Une histoire réflexive ». Ce chapitre est tiré de l'ouvrage du NORAG intitulé « Transformer le développement dans l'éducation, colonialité, remise en question, reformulation et réinvention des possibles ». Il est né de mes expériences d'écriture et de présentation de l'idée d'humilité épistémique lors de divers forums internationaux de haut niveau et de la réaction également du malaise et de la provocation qu'il a provoqué chez certains. Le chapitre entremêle la narration et l'exposé sous forme de récit.
Pour construire la théorie, j'ai combiné des différents exercices réflexifs s'étendant sur près de 4 ans pour examiner une question collective, consciemment critique. Pourquoi l'humilité, et en particulier l'humilité épistémique, est-elle provocatrice? L'humilité épistémique est l'acte explicite de reconnaître les limites de la connaissance dans le temps et dans les faits, et en outre, de reconnaître que les connaissances sont encadrées par un contexte sociopolitique et historique qui est légitimé ou délégitimé. Nous ne pouvons pas tout savoir et ce que nous savons est encadré par qui et par ce qui est justement valorisé dans nos sociétés. Je soutiens que l'humilité épistémique est essentielle pour s'engager consciemment et de manière critique dans un processus de remise en question collective pour la justice épistémique, et je soutiens que l'espoir réside dans le collectif, en nous, pour exiger et mettre en œuvre ce changement, non seulement pour survivre, mais pour survivre justement. Le malaise et la provocation ressentis par certains ne peuvent s'expliquer par une simple division entre le Sud et le Nord. Il résulte des positionnalités en jeu, c'est-à-dire de la question de savoir qui a des privilèges individuels et ou institutionnels par rapport à qui, et du fait que ces dynamiques hiérarchiques ne sont pas statiques et existent dans toutes les sociétés. Je vous invite à lire ce chapitre et la publication dans son ensemble et à partager vos réflexions. Bonjour, je m'appelle Keita Takayama et je travaille avec Taeko Okitsu. Ensemble, nous avons écrit ce chapitre intitulé « Comment mettre à jour le bon sens dans le développement international de l'éducation », l'approche de la voie du milieu par l'EduPort Japon. Ce chapitre est inclus dans le nouvel ouvrage du NORAG « Transformer le développement dans l'éducation, colonialité, remise en question, reformulation et réinvention des possibles ». Dans ce chapitre, nous avons tenté de développer une réflexion critique sur la manière dont nous nous engageons dans la voie médiane, c'est-à-dire de rechercher à la fois le pragmatisme et une réflexivité critique dans la recherche d'évaluation sur la dernière stratégie d'exportation et coopération éducative du Japon appelée EduPort Japan. Le chapitre est écrit rétrospectivement car la voie du milieu, entre guillemets, ne faisait pas partie du plan de recherche initial, mais a plutôt émergé à travers une série d'échanges et de réflexions post-recherche entre nous. Ce chapitre présentait la voie du milieu comme une stratégie possible pour réduire le fossé persistant entre les praticiens des politiques et les chercheurs critiques en matière de politique rétrospectivement. Il y a eu un certain changement dans notre objectif de recherche, ainsi que, comme vous le savez, dans notre disposition au cours du travail d'entrevue, il s'agissait de passer de la tentative de dénoncer par opposition à l'absence d'éthique et de contester sa légitimité à l'exploration du bon sens, en l'utilisant comme une ressource potentielle pour une rétroaction constructive aux acteurs politiques. Ce changement nous a obligés à abandonner notre position habituelle, le chercheur critique, c'est-à-dire de prendre une position morale supérieure à celle des acteurs éthiques afin de pouvoir les juger et les condamner. Au lieu de cela, nous avons accepté et finalement adopté l'hypothèse selon laquelle toute personne impliquée dans le développement de l'éducation internationale serait confrontée à un certain degré de dilemme moral et éthique. Bien que ces dilemmes puissent ne pas être conscients au départ, notre travail en tant que chercheur a consisté à les aider à exprimer leurs sentiments souvent fugaces de désarroi et d'hésitation. Et ce changement dans notre orientation de recherche n'a été pris en compte qu'après avoir réexaminé l'entretien et réfléchi davantage à l'ensemble du processus de recherche lors de la rédaction du chapitre. Nous espérons sincèrement que notre chapitre sera utile. Nous invitons celles et ceux qui font des recherches sur la théorie du développement international et l'éducation à reconceptualiser la recherche sociale critique dans le domaine de l'éducation internationale comparative. Nous espérons que vous aurez apprécié le chapitre. Merci de votre attention. Bonjour, je m'appelle Catherine Moller. Je suis l'autrice du chapitre de conclusion intitulé « Réflexion et provocation sur la décolonialisation du développement et de l'éducation » dans l'ouvrage du NORAG « Transformer le développement et dans l'éducation, colonialité, remise en question, reformulation et réinvention des possibles ». Ma réflexion s'appuie sur les chapitres de mes collègues pour mettre en lumière la manière dont les structures hégémoniques existantes de l'éducation et du développement international faussent nos possibilités collectives de partage, de prospérité et de liberté, tout en créant un terrain de lutte pour des visions plus justes du monde et des possibilités de réparation.
Le chapitre utilise deux espaces problématiques que j'ai étudiés au cours de la dernière décennie, l'économie politique de l'investissement mondial et dans l'éducation des filles et le financement des technologies éducatives pour mettre en lumière les contradictions, les préjudices et les possibilités des pratiques et des politiques dans ce domaine. J'explore d'abord la violence ontologique et épistémologique au cœur du développement de l'éducation. Ces formes de violence continuent de structurer mais ne déterminent jamais le présent et se prolongent dans l'avenir, en particulier lorsqu'elles s'intègrent dans les structures de données et d'algorithmes du techno-capitalisme, avec le rôle croissant des technologies éducatives dans l'enseignement supérieur et la société. Cela nous amène au deuxième problème, que les relations matérielles de la colonialité avec ces infrastructures d'extraction, ces structures de financement et d'endettement, ces régimes de travail et ces systèmes de discipline qui, pour la plupart, ont non seulement été construits sur base de structures d'esclavage et d'autres formes de travail, de contrôle économique, social et politique, mais qui se sont approfondis dans le système capitaliste moderne à mesure que les nouvelles frontières de la croissance capitaliste absorbent les humains, les écologies, les cultures et les formes de connaissances au sein d'un système qui doit s'étendre et le sécuriser pour survivre. J'espère que ce chapitre contribuera à la réflexion sur notre période historique actuelle et les trahisons qu'il exige de nous en tant que chercheurs, praticiens et militants sur différents sites de lutte, pourtant tous interconnectés. Thank you so much. Merci. Un grand merci, très intéressant. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1996, un ouvrage de Ngugi wa Thiong'o avait été publié, Décoloniser les esprits. Beaucoup de questions sont effectivement qu'allons-nous faire à partir de maintenant? Et je pense que l'éducation nous rappelle toujours que le point de départ vise à décoloniser les esprits, nos propres esprits, et c'est un processus continu, bien sûr, aussi dans la façon dont on aborde l'éducation et les domaines associés. Je pense que grâce à cette dernière session, nous avons pu voir beaucoup d'exemples dans la pratique. Et puis aussi, je pense que dans la réalité, finalement, nos exemples, on les trouve dans la lutte. Il ne s'agit pas d'exemples parfaits, déjà conclus et terminés. Il faut s'inspirer de l'héritage de ces différentes luttes également. J'aimerais donc que l'on puisse réfléchir à ces différentes questions. Elles ont été posées. On voit que ici, Georges Sébastien se demande comment est-ce que les ONG, les OSC peuvent faire les choses différemment et penser à des façons concrètes, justement, de faire les choses différemment dans un environnement assez terrifiant, monde assez effrayant, dans lequel il faut avancer pas à pas, je pense. Et je vais donc donner la parole aux membres du panel. Catherine, je pense que vous apparaissez, vous êtes effectivement membre de ce panel et j'encourage aussi les autres membres du panel à prendre la parole. Nous n'avons que quelques minutes, mais nous pourrons peut-être écouter les interventions. Je vous en prie. Well, there's a question sorry, on... Oui, Catherine alors, Muller, Catherine. on pensait à Catherine Muller, en fait. Désolée à l'autre Catherine. Désolée. Oui, mais Catherine, si vous avez des réflexions, n'hésitez pas, bien évidemment. Alors, on va d'abord peut-être écouter Catherine Muller. Merci, Moira, de nous l'avoir rappelé. Oui, merci. Merci, Hugh. Eh bien, je pense qu'on peut peut-être parler un petit peu de mes conclusions. J'ai essayé, en fait, dans ce chapitre, dans ces conclusions, de voir comment est-ce que l'on peut justement inclure la remise en question, la reformulation et la réinvention des possibles. C'est un peu ça, je l'espère, qui permet de résumer les idées partagées par les différents auteurs dans les chapitres. Je pense qu'il faut que l'on procède à toutes ces démarches de façon simultanée en fonction de nos différentes positions. Donc, si l'on veut voir comment avancer, il faut, d'après moi, être conscient de notre propre position dans l'environnement géopolitique. Il faut aussi bien penser à la nation dans laquelle nous nous trouvons d'un point de vue géopolitique et voir comment est-ce que l'on évolue ensemble dans la solidarité, en reconnaissant cette relation qui est différente et ces différences et passerelles qui semblent difficiles à construire actuellement. C'est vrai qu'avec toute cette humilité dont Prachi nous a parlé, je n'ai peut-être pas une réponse
concrètes à vous proposer. Mais je pense que, voilà, s'il y a des questions plus spécifiques, je pourrais bien évidemment y répondre. Merci, Catherine. Alors, Michael Gibbons a justement posé une question à plusieurs reprises. Que fait le réseau NORAG? Y a-t-il peut-être des think tanks, des groupes de discussion? Justement, il avait posé une question. Je pense que c'est une question qui est adressée au NORAG et à toutes les organisations, finalement, un peu partout là où des acteurs progressistes sont présents. Donc, je pense que ce sont des questions très difficiles qu'il convient de se poser, bien évidemment, que nous toutes et tous devons nous poser. Mais Jordan Naidoo résume, je pense, très bien dans sa question comment est-ce que l'on peut s'assurer que cela permet un changement de longue haleine, un changement durable. C'est ça la véritable question. Avez-vous des réflexions peut-être avant que l'on passe au point suivant? Catherine, je ne sais pas si vous souhaitez rebondir. S'il y a d'autres demandes, n'hésitez pas. Oui, merci pour votre question, Jordan. Je ne pense pas qu'on puisse le garantir, en fait. C'est quelque chose qu'il faut créer et co-construire ensemble à travers cette lutte. Je pense que cela nécessite de repenser, de réinventer depuis différentes zones géographiques de façon collaborative et cela nécessite également peut-être des trahisons, de trahir les structures géopolitiques existantes et les déontologies qui ont permis de construire ces structures existantes, les façons, les épistémologies qui ont justement construit les programmes que nous enseignons tous dans nos universités respectives, dans notre système de l'enseignement au niveau primaire, secondaire. Je pense qu'il faut voir quelle est la structure matérielle en fait que l'on veut pour déterminer ce vers quoi nous allons aller et voir comment est-ce que l'on pourra aller contre ce qui existe à une période où justement les enjeux sont énormes. Merci beaucoup, Catherine. Nous allons avancer. Merci beaucoup. Et effectivement, Vian Rapuna a posé la question, comment faire face à ce colonialisme justement que nous avons combattu pendant des années? Je pense que on voit que ce colonialisme est plus présent que jamais. Il y a effectivement ce système qui est sur le déclin, mais je vais à présent donner la parole à Chan-Woon Beck, qui va, je pense, conclure avec des réflexions intéressantes et de quelques contributions du NORAG. Chan-Woon, je vous en prie, je vous remercie et vous avez la parole pour les 9 prochaines minutes plus ou moins. Merci. Thank you so much. Hello everyone. It's an honor to share the Merci. closing remarks. Bonjour, j'ai l'honneur de clore cette séance consacrée à cette présentation de cet nouvel ouvrage. Je constate les nombreuses questions et les interrogations qu'on a pu lire dans le question-réponse. Ça montre tout l'intérêt pour ce sujet très très important. Merci pour votre participation à toutes et tous. J'aimerais évidemment féliciter et remercier la directrice, le directeur de la publication et les contributeurs pour cet ouvrage ambitieux. C'est en fait un ouvrage qui est plus qu'universitaire, qui est véritablement politique, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à remettre en cause en fait les bases du développement en matière de politique de l'éducation. Et on était passé évidemment d'une obligation de neutralité. D'habitude, en fait, on discute le développement comme quelque chose qui doit être mesuré, mis en œuvre et puis mis à l'échelle. Mais je dois dire que cet ouvrage, en fait, il nous rappelle que il faut se poser la question de savoir d'où vient le développement, à qui il s'adresse et à quel coût il est effectué. Et comme l'ouvrage le dit, les systèmes éducatifs, en fait, peuvent soit reproduire des hiérarchies ou en fait nourrir la conscience et une éthique de la relation. L'accent qui est mis notamment sur l'épistémologie et sur les données pose des questions pour savoir qui compte, qu'est-ce qu'on compte et comment est-ce que les systèmes de savoir sont façonnés par les logiques coloniales. Décoloniser l'éducation, c'est une manière d'éviter que
le programme scolaire, en fait, s'immisce un petit peu partout au niveau de toutes les logiques, y compris les logiques de financement et de politique de développement. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a des critiques dans cet ouvrage, mais pas que. On crée, on suscite et on donne l'envie d'un changement. Donc l'accent a été mis dans cet ouvrage sur la nécessité qu'il y a à articuler le travail de transformation dans une imagination du possible, une action collective et tout particulièrement une humilité épistémique. L'humilité, c'est une condition nécessaire pour un dialogue qui fonctionne. Et dans le développement de l'éducation internationale, je dirais en fait que cette humilité, elle peut véritablement être transformatrice. L'humilité épistémique, pour reprendre ce concept, nous évite à passer à des modèles d'expertise extractive, en fait à des modèles de développement de connaissances collectifs. L'ouvrage montre que la décolonisation du savoir, ce n'est pas en fait remplacer une approche dominante ou une approche existante par une autre. Il s'agit tout simplement de mettre en œuvre un dialogue continu, d'écouter, de reconnaître le pluralisme, la pluralité des points de vue. Ce point est vraiment important dans cet ouvrage et c'est la raison pour laquelle c'est à nous, finalement, de réfléchir à la manière dont nous pouvons passer d'une position de critique à une position de transformateur dans nos organisations, dans nos institutions respectives. Là où beaucoup de ces logiques coloniales, telles qu'identifiées dans cet ouvrage, continuent de subsister aujourd'hui. Comment pouvons-nous garantir que cette nouvelle pensée n'en reste pas qu'au niveau du discours, mais puisse également être traduite en nouvelles politiques pédagogiques, en nouvelles politiques éducatives. Ce sont des questions évidemment qui sont étroitement liées aux questions posées dans les questions-réponses. Lorsque l'on lit les questions-réponses, on voit que nous sommes ici confrontés à quelque chose qui nous intéresse. Il y a des défis. La transformation, ça veut dire quoi? La question est posée dans tous les contextes des politiques de l'éducation. Comment est-ce que cette transformation, on peut la faire advenir concrètement? Et donc, en plus des exemples et des approches partagées dans l'ouvrage et dont on a parlé aujourd'hui, je pense que ce que cet ouvrage nous donne, c'est qu'il nous appelle à réimaginer le développement en donnant davantage de voix à la responsabilisation historique, à la solidarité, en nous rappelant en fait que la transformation n'est pas possible sans reconnaître tout d'abord en fait le mal causé par le passé et en tentant d'imaginer en fait des avenirs qui sont pluriels, qui sont justes et inclusifs. Il est essentiel évidemment de reconnaître que c'est quelque chose qui n'est pas le ressort d'un travail individuel, mais qui doit s'inscrire dans une démarche véritablement collective. La grande question, évidemment, c'est de savoir que, évidemment, il n'y a pas de panacée universelle pour donner lieu à cette transformation. Il n'y a pas de recette unique. Et c'est précisément, en fait, ce contre quoi cet ouvrage nous met en garde. Une véritable transformation résiste à des réponses simples, parce que ça demande la poursuite de la réflexion, ça demande que l'on nourrisse l'humilité, que l'on réponde, chemin faisant, à ces défis de l'histoire, et tout dépendra évidemment du contexte dans lequel nous évoluons respectivement. C'est la raison pour laquelle cet ouvrage, en fait, nous invite à prendre en compte cette complexité. Et je rappelle d'ailleurs que tous les participants recevront évidemment un courriel avec un lien vers les enregistrements qui ont été faits, avec un lien vers la publication disponible en ligne. Nous avons également toute une série de séminaires qui sont organisés sous peu, notamment une réunion de Chicago. Vous pouvez utiliser ce code QR à l'écran pour vérifier notamment la liste des sessions qui sont disponibles pour les membres de NORAC. Donc, si vous voulez notamment intervenir, n'hésitez pas à communiquer avec NORAC pour que nous vous mettions au calendrier. Nous avons également la 5e session de la Chair Theory sur l'UNESCO en matière de politique comparative de l'éducation. Vous pouvez utiliser ce code QR pour vous inscrire à cet événement qui aura lieu en hybride et pour accéder aux publications.
With that, once again, I'd Cela like to thank the étant editors, dit, j'aimerais remercier encore une fois les and all the directeurs de la publication, les auteurs et tous les participants qui nous ont suivis aujourd'hui. Vous avez à l'écran le code QR qui vous permet d'accéder aux contributions en accès totalement illimité. Je vous remercie encore une fois de nous avoir rejoints aujourd'hui pour votre participation active à cette présentation. Voilà, Hugh, c'est à vous. Merci beaucoup, Chang Wang. Merci à toutes et tous. Nous avons pris un certain temps pour nous extraire de la réalité, pour repenser à la réalité qui est plus difficile encore qu'on aurait pu le penser. Ça a été l'occasion de rencontrer toute une série d'excellents collègues. Il y a tellement de choses à faire, à penser, à réaliser. Merci d'avoir manifesté ainsi votre engagement pour le Sud. Merci d'avoir ainsi mis de l'énergie dans votre travail, dans votre engagement pour mettre en œuvre ces véritables changements qui passent par une nouvelle imagination des possibles, une réinvention des possibles. Merci.